Une sirène retentit, longue, stridente, impossible à ignorer. Dans les rues encore sombres, des centaines d'hommes et de femmes accélèrent le pas. Les portes de l'usine vont bientôt se refermer. Quelques minutes de retard peuvent suffire à perdre une partie de son salaire. Cette fois, ce n'est plus le soleil qui donne le rythme de la journée. Ce n'est plus la cloche d'un monastère qui appelle à la prière. C'est une machine. Une machine qui décide quand travailler, quand s'arrêter, quand reprendre. En quelques siècles seulement, le rapport de l'humanité au temps s'est profondément transformé. Le temps n'est plus seulement un cadre dans lequel on vit, il devient une ressource, quelque chose que l'on mesure avec précision, que l'on économise, que l'on perd, que l'on cherche parfois même à gagner. Bienvenue sur Culture Odyssée. Si vous découvrez cette série avec cet épisode, je vous conseille de commencer par la première partie dans laquelle nous avons exploré la manière dont les civilisations antiques, puis le Moyen-Âge, concevaient le temps. Un temps cosmique, puis spirituel, profondément lié aux saisons, aux astres et aux croyances. Aujourd'hui, nous poursuivons ce voyage en entrant dans une période de profond bouleversement. Entre la fin du Moyen-Âge et la Révolution industrielle, les villes se développent, les échanges s'intensifient, et les horloges deviennent de plus en plus présentes dans le quotidien. Peu à peu, le temps cesse d'être uniquement vécu. Il commence à être organisé, compté, puis exploité. C'est aussi à cette époque que naissent des expressions qui nous semblent aujourd'hui tout à fait naturelles. Gagner du temps, perdre son temps, être en avance, être en retard. Derrière ces quelques mots se cache une véritable révolution culturelle. Car pendant des millénaires, personne n'aurait compris ce que signifiait gagner du temps. Après tout, comment gagner quelque chose qui ne nous appartient pas ? Dans cet épisode, nous allons donc découvrir comment le temps est progressivement devenu une mesure, une discipline, puis une véritable richesse. Et peut-être comprendrons-nous pourquoi, aujourd'hui encore, nous avons parfois l'impression de courir après lui. La cloche est toujours là. Elle domine encore et toujours les places des villes européennes. Mais autour d'elle, le monde change. Les marchés deviennent plus vastes, les ports accueillent des navires venus de plus en plus loin, les artisans s'installent dans des rues spécialisées, les marchands négocient, voyagent, signent des contrats, les villes grandissent. Et avec elles naît un nouveau besoin, celui de se retrouver au même moment. Une réunion ne peut plus simplement avoir lieu après la messe. Une cargaison ne peut plus attendre que chacun estime le milieu de l'après-midi. Petit à petit, les heures prennent de l'importance. Les horloges se multiplient. Elles quittent les clochers des cathédrales. Elles apparaissent sur les hôtels de ville, les tours municipales, les bâtiments des corporations. Le temps devient une affaire de toute la cité. La fin du Moyen-Âge et la Renaissance voient se développer un phénomène nouveau, l'essor des villes et des échanges. Le commerce ne repose plus seulement sur les récoltes ou les foires saisonnières. Les activités se diversifient. On fabrique, on vend, on transporte, on prête de l'argent. Et toutes ces activités demandent une chose essentielle, de la coordination. L'heure devient alors un langage commun, non pas parce que les hommes deviennent soudainement obsédés par le temps, mais parce qu'ils doivent agir ensemble. Pour la première fois, la précision n'est plus seulement un confort, elle devient une nécessité. Dans son atelier, un artisan assemble de minuscules roues dentées. Chaque pièce est limée avec patience. Un ressort, un axe, une roue d'échappement. Peu à peu, la machine prend vie. Pour la première fois, ce n'est plus le soleil qui indique l'heure. C'est un mécanisme fabriqué par l'homme. Une mécanique capable de battre le temps, seconde après seconde. On parle souvent de la machine à vapeur comme du grand symbole de la modernité. Pourtant, plusieurs historiens des techniques considèrent que l'horloge mécanique est l'une des inventions les plus révolutionnaires de l'histoire humaine. Pourquoi ? Parce qu'elle transforme une réalité naturelle en objet technique. Le temps n'est plus seulement observé, il est produit. Ce n'est plus le ciel qui donne le rythme, c'est une machine conçue par l'homme. Le philosophe et historien des techniques Lewis Mumford ira même jusqu'à écrire que la véritable machine de la révolution industrielle n'est pas la machine à vapeur, mais l'horloge. Une idée étonnante ? Pas tant que ça, difficile de lui donner tort. Avant de mécaniser les usines, l'humanité a commencé par mécaniser le temps. Le jour se lève à peine,
Une fumée épaisse s'élève déjà au-dessus des cheminées. Dans les rues pavées, les pas se font rapides. Hommes, femmes, enfants, tous convergent vers le même bâtiment, l'usine. Puis soudain, une sirène retentit. Son cri traverse la ville. Ce n'est pas un appel, c'est un ordre. Les portes se ferment, la journée commence. À partir de cet instant, ce n'est plus le soleil qui décide, ce n'est plus la cloche, ce sont les machines. Elles tournent sans se fatiguer, elles imposent leur cadence, et les hommes doivent suivre. La révolution industrielle ne transforme pas seulement les paysages ou les techniques. Elle transforme profondément notre rapport au temps. Pendant des millénaires, le travail suivait en grande partie les rythmes naturels. Un artisan pouvait interrompre son ouvrage, un paysan adapter son activité aux saisons, au climat, à la luminosité. L'usine change complètement cette logique. La machine ne ralentit pas lorsqu'il pleut. Elle ne s'arrête pas lorsque l'on est fatigué. Elle fonctionne selon une cadence régulière. Et cette cadence devient la nouvelle mesure du temps. Pour travailler ensemble, il faut arriver à la même heure, commencer au même instant, faire les mêmes pauses, terminer au même moment. Le temps n'est plus seulement partagé, il est imposé. Imagine maintenant un ouvrier du 19e siècle. Il ne regarde plus le ciel pour savoir si la journée avance. Il regarde l'horloge. Chaque heure compte. Chaque minute de retard peut entraîner une retenue sur son salaire. Chaque pause est chronométrée. Le temps n'est plus une sensation, il devient une règle. C'est à cette époque qu'une idée prend une importance considérable. Le temps produit de la richesse. Chaque heure de travail représente une valeur économique. Plus une machine fonctionne longtemps, plus elle produit. Plus un ouvrier travaille, plus l'entreprise gagne de l'argent. Progressivement, une nouvelle façon de parler apparaît. On ne dit plus seulement qu'on passe du temps. On dit qu'on perd son temps, qu'on gagne du temps, qu'on fait perdre du temps aux autres. Le temps devient une ressource, comme le charbon, le fer ou l'argent. La célèbre formule « le temps, c'est de l'argent », souvent associée à Benjamin Franklin, résume parfaitement cette nouvelle mentalité. Écrite au XVIIIe siècle dans un texte destiné aux jeunes commerçants, elle prend toute sa portée avec l'industrialisation. Désormais, le temps n'est plus seulement une mesure de la vie, il devient une valeur économique. Cette idée nous paraît presque naturelle aujourd'hui, et pourtant, elle aurait semblé profondément étrange à un moine du XIIe siècle ou à un paysan de l'Antiquité. Comment pourrait-on posséder le temps au point d'en perdre ? À mesure que les usines se multiplient, un nouvel objet devient précieux, la montre. D'abord réservée aux élites, elle devient peu à peu plus accessible. On ne regarde plus seulement les horloges des places publiques, on emporte désormais le temps avec soi, dans une poche, puis quelques décennies plus tard, au poignet. C'est un changement discret mais immense. Jusqu'ici, le temps était essentiellement collectif. La cloche sonnait pour tout le village, l'horloge rythmait toute la ville. Avec la montre personnelle, chacun porte désormais son propre rapport au temps. On peut vérifier l'heure à tout moment, on peut calculer, prévoir, comparer. Le temps entre dans la sphère intime. Et cette évolution prépare déjà notre monde contemporain, où chaque téléphone, chaque ordinateur, chaque objet connecté nous rappelle en permanence l'heure qu'il est. Pendant des siècles, les hommes levaient les yeux vers le ciel pour connaître le temps. Désormais, ils baissent les yeux vers leur montre. Ce geste simple raconte peut-être l'une des plus grandes transformations de notre histoire. Le 19e siècle avance. Les usines tournent à plein régime, les villes grandissent, mais une autre révolution est en marche. Elle ne fait pas de bruit, ne dégage aucune fumée, pourtant elle va transformer la planète entière. Un train quitte une gare. Quelques centaines de kilomètres plus loin, un autre est attendu sur le même quai. Tout semble simple, sauf qu'un problème inattendu apparaît. Quelle heure est-il exactement ? Car à cette époque, chaque ville possède encore sa propre heure. Midi correspond au moment où le soleil atteint son plus haut point. Et puisque le soleil ne culmine pas partout au même instant, deux villes pourtant voisines peuvent afficher plusieurs minutes d'écart. Tant que l'on voyage à cheval, cela n'a guère d'importance, mais avec le chemin de fer, quelques minutes suffisent à provoquer le chaos. Cela peut paraître surprenant aujourd'hui, mais pendant des siècles, il n'existait pas d'heure nationale. Chaque ville vivait selon son propre temps solaire. L'écart pouvait sembler minime, parfois seulement quelques minutes. Mais avec le développement du train et du télégraphe,
Ces différences deviennent un véritable casse-tête. Comment établir un horaire fiable si chaque gare affiche une heure différente? Comment coordonner les départs, les correspondances, les livraisons? Le développement des transports impose une nouvelle idée. Le temps doit devenir universel. Les compagnies ferroviaires commencent alors à adopter une heure commune. Peu à peu, les États suivent. Puis, en 1884, des représentants de nombreux pays se réunissent. Leur objectif paraît presque irréel, mettre le monde d'accord sur l'heure. Lors de la conférence internationale de Washington, dite du Méridien, un choix est fait. Le méridien de Greenwich, près de Londres, devient le point de référence pour mesurer les longitudes et organiser les fuseaux horaires. Ce n'est pas seulement une décision scientifique, mais c'est bien une décision politique, économique et culturelle. À partir de ce moment, le monde commence à partager un même système temporel. Chaque pays conserve son heure locale, mais toutes ces heures sont reliées entre elles. Pour la première fois dans l'histoire, il devient possible de coordonner des activités à l'échelle de la planète. Le temps devient mondial. Imaginez un instant, pendant des millénaires, chaque village vivait selon le soleil qui brillait au-dessus de lui. Désormais, le temps vient d'une carte, d'un méridien, d'une convention internationale. Le ciel n'a pas changé, mais notre manière de le découper, oui. Et pourtant, plus nous rendons le temps précis, plus nous avons l'impression qu'il nous échappe. Les horaires deviennent plus fiables, les montres plus exactes, les trains plus ponctuels, mais une question commence à émerger. Le temps mesuré est-il vraiment le temps que nous vivons? Car une heure passée avec des amis ne ressemble pas à une heure dans une salle d'attente. Une journée de vacances semble filer, une journée de travail paraît parfois interminable. Les horloges disent qu'une heure vaut toujours 60 minutes. Notre expérience, elle, raconte tout autre chose. Au moment même où l'humanité pense enfin avoir parfaitement domestiqué le temps, deux hommes vont bouleverser cette certitude. L'un est philosophe, l'autre physicien. Tous les deux vont démontrer, chacun à leur manière, que le temps est bien plus mystérieux qu'une simple aiguille qui tourne. Au début du XXe siècle, une étrange contradiction apparaît. Jamais l'humanité n'a possédé d'outils aussi précis pour mesurer le temps. Les horloges sont plus fiables, les sociétés sont synchronisées, les journées de travail sont organisées à la minute près, le temps semble enfin maîtrisé. Et pourtant quelque chose résiste. Car si nous savons mesurer le temps avec une précision extraordinaire, savons-nous vraiment ce qu'il est? Un philosophe français va poser cette question d'une manière nouvelle. Son nom, Henri Bergson. Pour Bergson, il existe une différence fondamentale entre deux façons de penser le temps. D'un côté, il y a le temps des horloges, un temps découpé, mesurable, composé d'unités identiques. Une seconde vaut toujours une seconde, une minute toujours une minute. C'est le temps dont nous avons besoin pour organiser nos sociétés. Mais Bergson explique qu'il existe aussi un autre temps, le temps vécu, ce qu'il appelle la durée, notre expérience intérieure du temps. Car dans notre vie quotidienne, toutes les heures ne se ressemblent pas. Une heure d'attente peut sembler interminable, une heure avec quelqu'un que l'on aime peut disparaître en un instant. L'horloge affirme que ces 2 heures sont identiques, notre conscience affirme le contraire. Imaginez 2 personnes assises dans une pièce. La première attend un rendez-vous important. Elle regarde l'horloge. Les minutes avancent lentement. Chaque seconde semble peser. La seconde personne, elle, discute avec un ami qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. 1 heure passe. Elle a l'impression que quelques instants seulement se sont écoulés. L'horloge raconte la même histoire. Leur esprit en raconte 2 différentes. La réflexion de Bergson me paraît essentielle. Elle rappelle quelque chose que les siècles précédents avaient progressivement oublié. Le temps n'est pas seulement une quantité, il est aussi une expérience. L'industrialisation avait transformé le temps en mesure. Bergson vient rappeler qu'il reste une dimension humaine impossible à enfermer dans des chiffres. On peut compter les heures, mais on ne peut pas compter ce qu'elles représentent pour nous. Et au même moment, presque au même instant historique, une autre révolution se prépare. Elle ne vient pas de la philosophie, mais de la physique. En 1905, un jeune scientifique publie un article qui va bouleverser notre vision du monde.
Son nom, Albert Einstein. Il propose une idée radicale. Le temps n'est pas absolu. Pendant des siècles, la physique avait considéré le temps comme une sorte d'horloge universelle. Un temps identique pour tout le monde, qui s'écoule partout de la même manière. Einstein bouleverse cette idée. Avec la théorie de la relativité restreinte, il montre que le temps dépend du mouvement de l'observateur. Deux personnes qui se déplacent à des vitesses différentes ne vivent pas exactement le même temps. Le temps n'est plus un cadre fixe posé au-dessus de l'univers, il devient une dimension liée à l'espace et au mouvement. C'est un paradoxe fascinant. Au moment où les sociétés humaines construisent des horloges toujours plus précises, la science découvre que le temps lui-même n'est pas aussi simple qu'on l'imaginait. Nous avons fabriqué des instruments capables de mesurer des fractions infimes de secondes, mais nous découvrons en même temps que la nature du temps nous échappe encore. C'est peut-être toute l'histoire du temps moderne résumée en une contradiction. Nous avons voulu maîtriser le temps, alors nous l'avons découpé, mesuré, standardisé, optimisé. Mais plus nous l'étudions, plus il devient complexe. Le temps est devenu une machine, puis une donnée scientifique. Mais il reste aussi une expérience intime, un souvenir, une attente, un moment partagé. Nous avons commencé ce voyage dans un monde où le temps appartenait au ciel. Un monde où les saisons, les astres, puis les cloches, donnaient leur rythme à la vie. Puis peu à peu, l'humanité a voulu organiser ce temps. Elle a construit des horloges, synchronisé les villes, créé des horaires, des calendriers, des fuseaux horaires. Et finalement, elle a transformé le temps en une ressource, quelque chose que l'on peut mesurer, économiser, optimiser. Mais cette quête de précision a fait apparaître un paradoxe. Plus nous avons cherché à enfermer le temps dans des chiffres, plus nous avons découvert qu'il nous échappait. Le temps d'une horloge n'est pas toujours celui de notre mémoire. Le temps d'une machine, pas toujours celui de notre existence. Et peut-être est-ce là toute l'ironie de notre histoire. Nous avons appris à compter les secondes avec une précision extraordinaire, mais nous avons peut-être oublié que chaque seconde possède une valeur différente. Dans la prochaine partie de cette série consacrée à notre rapport au temps, nous entrerons dans notre époque. Une époque où le temps est devenu omniprésent. Dans nos téléphones, nos notifications, nos agendas saturés, nous n'avons jamais eu autant d'outils pour gagner du temps, et pourtant, nous avons souvent l'impression d'en manquer. Alors, une nouvelle question se posera. Après avoir conquis le temps, avons-nous encore le temps de vivre ? Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette deuxième étape de Culture Odyssée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire. Ces petits gestes permettent au projet de continuer son exploration et d'être découvert par de nouveaux voyageurs. On se retrouve très bientôt pour poursuivre notre odyssée à travers le temps. D'ici là, prenez soin du vôtre.